Le low-tech en rénovation énergétique. Une série de podcasts produite par le programme Profil, conçu par l'ICEB, l'Institut pour la conception éco-responsable du bâti, et piloté par l'agence Qualité Construction. Le low-tech demande quelque part qu'on réfléchisse beaucoup en amont pour concevoir le bâtiment le mieux possible, mais qu'on fasse confiance aux utilisateurs. Épisode 7, les lots techniques. Eux, on leur donne les moyens de régler leurs paramètres, mais qu'on leur explique, je crois, en faisant vraiment appel à leur expérience et à leurs sensations, pour que ça soit quelque chose d'ancré et pas quelque chose de plaqué. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de l'enveloppe, manteau isolant et étanche l'hiver, filtre solaire et poreux l'été. Dans cet épisode, nous allons franchir les murs pour parler des systèmes qui couvrent les besoins résiduels une fois l'enveloppe traitée. Comme vous l'aurez compris, au cours des épisodes précédents, travailler en low-tech, c'est accepter de trouver d'autres solutions que la climatisation. Dans cet épisode, nous allons parler plomberie, électricité, système de chauffage, ventilation. Dans la démarche low-tech, nous allons mettre en place les systèmes les plus simples possibles et les moins énergivores. D'une manière générale, pour les fluides, il faut regrouper les réseaux quand cela est possible et quand cela correspond aux besoins des utilisateurs. Christine Le Cerf, ingénieure. Quand je suis arrivée, il y avait eu 2 études qui avaient été faites pour la rénovation. 2 études qui avaient des montants assez élevés, puisqu'on avait une à 1,2 million et l'autre à 2,9 millions d'euros hors taxes. Et le maître d'ouvrage n'avait pas ce budget-là. Dans ces études en particulier, il y avait eu l'idée de faire des douches qui soient intégrées dans les chambres. Ce qui, d'une part, faisait beaucoup de travaux, et d'autre part, faisait qu'on diminuait sensiblement soit le nombre de chambres, soit les surfaces des chambres. Et donc, il y a eu une enquête, effectivement, auprès des étudiants pour savoir si c'était une demande qu'ils avaient ou si ça leur posait pas de problème d'avoir des douches communes, sachant qu'ils avaient chacun un petit lavabo dans la chambre. Et en fait, pas du tout. Eux, ils trouvaient que c'était très bien, que ça leur posait pas du tout de problème. Donc on a conservé ce système de douche commune, qu'on a un peu rénové, traité l'acoustique, refait la ventilation, voilà, des choses comme ça pour que ça soit plus confortable. Donc ça a permis effectivement, entre autres, d'économiser quand même pas mal d'argent. Pour les particuliers, c'est la même chose. Il vaut mieux réfléchir et être bien conseillé avant d'installer quoi que ce soit. En Aveyron, Antoine aurait bien aimé rencontrer Héloïse Pelaine, ingénieure thermicienne, avant de démarrer ses travaux. Alors là, on avait installé des aérothermes qui sont branchés sur le chauffage central. Ça, c'était le conseil de l'artisan qui s'est occupé de tout ça. Et on n'est pas tout à fait convaincus. C'est vrai que si c'était un séchoir à tabac, on imagine que... C'est plein vent. Ouais, c'est plein vent. Vraiment dans le vent, quoi, Ouais, pour pouvoir sécher. Vraiment là, pour le coup, c'est fait pour. Le conseil d'aérotherme est assez... fonctionne pas forcément bien avec ça, parce qu'avec l'aérotherme, vous chauffez l'air, qui s'en va, puisqu'il y a du vent, et du coup, à chaque fois, il faut réchauffer l'air. Alors que c'est vrai que des fois, avec des chauffages un peu radiants, un poêle un peu central qui chaufferait par rayonnement, vous chauffez les corps... Parce que le corps humain aime bien le chauffage radiant, on n'a qu'à voir comment on est quand on est au soleil. Et vous chauffez les parois aussi, voilà. Parce que les parois, elles vont rester bien chaudes. Celui qu'on a mis dans la grange, là, dans la grande pièce, l'autre grande pièce, ça chauffe très très bien, quoi. Ouais. Les émetteurs radiants, ils chauffent plus ou moins vite, mais après, il y a toute une gradation aussi. Par exemple, un poêle de masse, tu vas chauffer l'ensemble de la masse du poêle qui ensuite va rayonner des heures. Mais ça, c'est pas forcément hyper adapté si tu veux chauffer en quelques heures une pièce. Donc c'est vrai que les poêles plus modernes qu'on a, comme il y a peut-être là-haut dans la grange, c'est des choses qui rayonnent et qui peuvent quand même être assez réactives. Mais je pense que dans ce truc de la chronotopie, il faut aussi se poser la question de système réactif. On peut aller voir la chaudière. Alors on va aller voir la chaudière. Emmanuel Pat, architecte, et Héloïse Pelaine ont fini la visite. Elles se retrouvent pour un premier débrief. Finalement, la chaudière centrale, elle est vachement... forcément, c'est un bâtiment pas étalé, mais qui est quand même grand. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'elle est excentrée. On a vu qu'il y avait 2 réseaux. Il y a un réseau aérotherme pour le séchoir. Et puis, il y a des réseaux ensuite pour les radiateurs. Je crois qu'il y a 2 réseaux.
Des fois, tu as de l'eau chaude qui doit circuler pour rien. Et ça, tu vois, si on se dit qu'on a des zones un peu confortables, il faut peut-être trouver un petit moyen d'avoir des vannes d'arrêt pour que les radiateurs, ils n'aillent pas chauffer des zones qui sont hors de cette chose confortable. C'est clair, quoi. Concrètement... Et des isolations peut-être de la tuyauterie. Moi, j'ai pas du tout regardé. Quand c'est dans le volume chauffé, c'est pas forcément gênant. Mais quand quand ça traverse des volumes non chauffés, c'est un peu justement, dommage. Si on commence à se dire il faut des bulles de confort, bon bah là, faudrait peut-être regarder un peu les systèmes, enfin que en dehors de ces zones-là, ça soit isolé et que ça puisse pas chauffer et qu'on puisse isoler même les radiateurs. Je sais pas, ils ont dit au-dessus il y a une chambre. Et elle serait hors du volume chauffé, du volume isolé. Et donc elle a peut-être un radiateur, il faut faire gaffe qu'on puisse mettre peut-être des vannes d'arrêt ou des choses pour que ce radiateur il soit isolé, coupé quand on chauffe. Enfin, tu vois que... Parce que c'est super de tout bien isoler, mais si derrière tu as des systèmes qui chauffent un peu à tort et à travers, ça sert à rien d'avoir tout ce travail. J'ai pas demandé la puissance d'ailleurs de la chaudière, il faudrait que je demande, mais... Parce que ça c'est un truc, si la chaudière, ils n'avaient pas les mêmes besoins au début, et si au final elle alimente moins de radiateurs, une chaudière comme ils ont là, qui fonctionne pas à sa pleine puissance, elle est moins performante. Il faut que je redessine un peu. Dans le même style de bâtiment, nous nous rendons maintenant chez Clotilde, en région parisienne, pour découvrir un chauffage par les murs. Nous irons après chez Anna Chavepert, dans le Béarn, pour un chauffage par le sol. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Oui, on est venu voir où vous en étiez dans les travaux. Allez-y, c'est dangereux ici, faites attention. Ah oui, on arrive dans le chantier. Hop, hop, hop. Vous pourriez décrire en fait comment le système de chauffage fonctionne là? Ouais. Alors en fait, donc le chauffage, les murs chauffants, ça va être raccordé par une nourrice en sortie de chaudière. Il y aura un circuit dédié, on va dire, pour les murs chauffants là du rez-de-chaussée, parce que c'est le rez-de-chaussée dont on s'occupe pour l'instant. C'est des rails fixés au mur, des tuyaux de PER qui font des boucles là sur toute la longueur du mur. Et puis après, c'est de l'eau chaude qui circulera dedans. À basse température. À basse température, on sera aux alentours de 30-40 degrés, alors qu'un radiateur, c'est 60-70 degrés pour la chauffe. Le principe, c'est qu'on a une paroi avec une forte inertie. Donc on a appliqué le béton de chanvre pour encore augmenter l'inertie de la pierre. Finalement, ça crée une enveloppe chaude. Et confortable. Voilà. Ça qui est confortable. J'ai hâte. Oui. Mais là, avec les températures, je pense qu'on va mettre en eau assez rapidement. Quand est-ce qu'il vient votre plombier pour faire les raccordements? Eh ben j'attends, justement. C'est un peu le problème, hein, le plombier. Il faut que je le relance. Il est souvent en retard. Ouais, faut que je le relance pour qu'il mette les nourrices en place, etc. Il y a une pompe à chaleur RO et avec un chauffage au sol. Avec une basse température, on a un sol en béton. Et donc, du coup, un béton qui n'est pas très bien, évidemment. Mais ce qui est bien, donc, du coup, avec le béton, malgré tout, c'est qu'il garde l'inertie aussi. Donc, l'été, il garde la fraîcheur. L'hiver, il garde la chaleur aussi. Donc, le moment que l'huile est chaud, il reste chaud après. Donc, par contre, ça prend un peu de temps. On a mis le chauffage dans le chape de béton directement. Une seule fois et ça va très vite. Et après, on passe avec l'hélicoptère par-dessus. Donc, toutes les choses qu'on fait, on réfléchit toujours pour essayer de dire, OK, comment est-ce qu'on peut faire le plus simple, le plus vite, utiliser le moins de matériaux possible. Aujourd'hui, en fait, tout le monde commence à faire, quand ils vont faire le plancher chauffant, il fait 2 sols. D'abord, un truc en béton et après, il met une petite couche de plancher chauffant au-dessus. Mais donc, du coup, tu gardes pas, tu n'as pas cette sorte d'inertie, tu as juste une toute petite couche. Et après, tu es obligé de faire tout 2 fois. Et effectivement, ce que se passe avec les détus, les réglementations, les façons de faire, tout est fait pour la consommation. Effectivement, ça pousse à faire 2 façades, 2 sols, 2 ci, 2 ça. Et forcément, tout coûte plus cher. Avec Emmanuel Pat, nous avons décidé d'interroger Patrice Brière, chef d'entreprise en BTP, sur cette question de coût et sur l'évolution des pratiques concernant les lots techniques. Pourquoi on choisit des choses qui sont en surperformance et comment on pourrait... Les industriels ont un rôle à jouer aussi là-dessus. Enfin, il faut bien qu'ils créent des nouveaux produits mais souvent, il nous arrive de mettre en place en effet des équipements techniques qui sont surdimensionnés par rapport aux usages que les locataires en font. On parlait des ascenseurs. Des fois, on nous demande d'installer des ascenseurs capables de transporter 300 personnes à l'heure, alors que dans la cage d'escalier, il y en a 40.
Mais voilà, on dit non, mais ça c'est mieux parce que nous, en termes d'entretien, on aura moins d'entretien. Je ne suis pas sûr qu'ils aient moins d'entretien, mais ce dont je suis sûr, c'est que plus vous avez d'équipements dans une installation, ascenseur, chaufferie, plus le contrat d'entretien vous coûte cher. Une chaufferie, il faut la remplacer, on la remplace. Bon, ok. Mais est-ce qu'on a besoin de mettre autant d'équipements techniques? Est-ce qu'on a besoin de s'assurer qu'au niveau du rendement des chaudières, il faut que les chaudières puissent tourner aux 2/3 de leur production? Ça, c'est le travail vraiment des bureaux d'études, parce que c'est eux qui ont la main, c'est eux qui peuvent décider quelles sont les limites des installations. Et ça ne fonctionnera pas moins bien. Enfin, Et en électricité, il y a des choses à faire? bon, déjà, le côté positif, c'est on met que des lampes basse consommation. Vous voyez, il n'y a plus de lampes à incandescence. La plupart des circulations dans les bâtiments sont sur détection. Je vous rappelez les tours à la Défense dans les années 90, qui disaient que ça coûtait moins cher de laisser brûler les néons que de les allumer et les éteindre. Donc, en réalité, c'était Versailles en permanence. Dans un logement, on pourrait imaginer un inter de tout ce qui est veille, alors, tout ce qui est branché et qui se met en veille. En réalité, ça représente sur la totalité de la consommation française, je crois que c'est l'équivalent d'une centrale nucléaire. Pour être plus précis, selon l'ADEME, les appareils en veille représentent environ 11% de la consommation d'un ménage. À méditer avant de sortir de chez vous. Nous allons poursuivre sur l'électricité en compagnie d'Yvan Fouquet, un architecte sensible aux questions environnementales. La question de l'éclairage en bureau est importante et donc en fait la lumière se règle en suivant deux paramètres. D'un côté l'occupation des locaux, donc quand il n'y a personne, la lumière ne s'allume pas, et l'éclairement existant, donc en fonction de l'éclairement dans la journée, s'il y a plus d'éclairage naturel qui arrive, la lumière artificielle va diminuer automatiquement. Donc on n'est pas non plus dans du low-tech là, mais c'est quelque chose d'assez simple en fait. C'est un capteur qui est intégré à la dalle, donc c'est vraiment quelque chose de très simple à mettre en place. Il n'y a pas d'automatisme ou de choses particulières là-dessus. On ne voulait pas d'ordinateur qui pilote le bâtiment, de choses très très compliquées. Là, on va le voir tout à l'heure, en bas, c'est un seul bouton qui commande la fraîcheur d'été. Et il a fallu que l'électricien joue le jeu. Il avait l'impression de revenir 20 ans en arrière quand il apprenait son métier d'électricien à l'école avec des choses assez simples en électromécanique, enfin voilà, des choses très simples. Mais ensuite, il y a effectivement eu quelques problèmes de compatibilité avec le système simple qu'on voulait et puis les produits qui existent aujourd'hui sur le marché qui demandent quasiment à avoir un ordinateur derrière pour les piloter. La démarche low-tech part du principe qu'il vaut mieux rénover plutôt que détruire. Il faut donc faire avec l'existant. Antoine Désir a choisi d'acheter un pavillon des années 80 et de le rénover en maison passive. Rappelons que dans ce type d'habitat, l'isolation est extrêmement performante, de manière à réduire au maximum la consommation énergétique. On utilise alors tous les moyens possibles, que ces derniers soient low-tech ou non. Écoutons Milena Karanacheva, architecte, et Antoine Désir. Pour chauffer cette maison, on sort deux petits radiateurs de 500 watts qu'on branche ici dans le séjour sur des prises normales. Et ça suffit pour chauffer la maison. Parce que la maison en plein hiver a besoin de 1500 watts au maximum de chauffage. Alors 1500 watts, il y a des fers à repassage qui ont une puissance plus importante. 1800, 2000 des fois. Il y a un sèche-serviette dans la salle de bain qui est éteint la plupart du temps. Parce qu'il suffit de prendre une douche pour chauffer la salle de bain à 22-23 degrés, du coup vous n'avez pas besoin d'ouvrir le radiateur parce que de toute façon vous avez suffisamment chaud. La différence en fait entre une maison passive et une maison classique, c'est que dans la maison passive, elle garde cette chaleur à l'intérieur le plus longtemps possible. Donc cette chaleur-là, elle participe en fait au confort de la maison. Mais comme dans tout bâtiment, il faut que la maison respire et soit ventilée. Et c'est ainsi que certaines solutions seront high-tech. En effet, dans les maisons passives, on installe une ventilation mécanique double flux. Un système qui extrait l'air vicié et insuffle l'air extérieur, avec un échangeur de chaleur qui permet de réchauffer l'air insufflé afin d'avoir le moins de déperdition possible. De toute façon, dans une maison passive, on est équipé de cette fameuse double flux qui fait en sorte que même quand toutes les fenêtres sont fermées, la maison elle est ventilée, elle change le volume de l'air de la maison 3 fois dans 24 heures.
Ah, ça règle aussi tous les problèmes d'humidité, c'est ça? Exactement, ouais. Ça, c'est impressionnant. Ouais. Quand on n'a pas l'habitude, c'est très impressionnant. Prendre une douche, sortir de la douche et s'apercevoir que son miroir, il n'est pas complètement humide. Au début, ça fait bizarre. Il existe aussi des ventilations mécaniques simple flux, c'est-à-dire qui assurent le renouvellement de l'air, mais sans échangeur de chaleur. Et puis il y a aussi des techniques pour ventiler naturellement sa maison. D'ailleurs, dans la maison d'Antoine Désir, si celui-ci le souhaite, il peut arrêter sa ventilation double flux et ouvrir les fenêtres. La maison a été pensée avec des ouvertures traversantes, particulièrement utiles les nuits d'été pour la rafraîchir. Repartons chez Anna Chavepert dans sa maison béarnaise. Il faut que la maison respire tout le temps, même si on n'est pas là, mais sans donc aucune VMC, sans rien. L'air chaud, ça monte tout seul, parce que l'air chaud est plus léger et on n'a pas besoin d'avoir de moteur pour ça. Et donc j'ai fait des toutes petites trous comme ça, réglables, en bas, qu'on peut ouvrir plus ou moins. Et après, on a des ouvertures ici, pareil, réglables, qu'on ouvre plus ou moins. Donc l'hiver, forcément, il fait très froid dehors. Du coup, on laisse juste un tout petit peu ouvert, parce que s'il fait très frais à l'extérieur et très chaud à l'intérieur, il y a plus de mouvement sur l'air. Et après, l'été, forcément, on ouvre plus. Et puis, tout le monde pense qu'on a la clim. Que se passe-t-il quand on doit penser la ventilation pour un lieu collectif et pire pour une école? Christine Le Cerf, ingénieure. Donc c'est une école qui est en milieu urbain, à Montfermeil. On avait regardé le niveau de pollution extérieure et on va dire, c'est pas très bien, mais c'est pas très mal non plus. Il n'y a pas beaucoup d'artères passantes. Enfin bon, voilà, c'est pas. Donc on peut tout à fait ventiler naturellement. En fait, le souci n'est pas du tout venu de la mairie, il est venu du bureau d'études, qui était très inquiet sur la qualité de l'air et qui trouvait que c'était beaucoup mieux une ventilation mécanique parce qu'on peut mettre des filtres à l'entrée. Et donc ça lui permettait de garantir une qualité d'air, on va dire, constante, homogène. Et après, c'est vrai que quand on met de la ventilation naturelle, ça veut dire qu'à un moment, quelqu'un va devoir ouvrir un ouvrant de ventilation. Et est-ce qu'on est sûr qu'il va le faire? Voilà. Donc là, ce qu'on a mis en place, c'est un système tout simple qui est une sonde qui mesure la quantité de gaz carbonique dans l'air. Et en gros, il y a... quand c'est vert, tout va bien, et quand c'est rouge, c'est qu'il y a trop de CO2 dans l'air, et donc il faut ouvrir. C'était le low-tech en rénovation énergétique, épisode 7. Donc on se dit que voilà, ça doit être possible, parce que les gens, ils voient, c'est rouge, ben j'ouvre, quoi. Expertise, Emmanuel Pat, architecte, et Héloïse Pelen, ingénieur thermique. Création, partage de voix. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Une production Profil, conçue par l'ICEB et pilotée par l'agence Qualité Construction. Musique, Basile Mandigral. Prochain épisode, faire confiance et savoir s'entourer.